Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec Sofaxis qui, je le rappelle, s'il en était besoin, s'implique depuis près de 35 ans auprès des collectivités, de leurs élus et de leurs agents en leur proposant des solutions de protection, de pilotage, d'assurance et de prévention de leurs risques d'activité. Également partenaire de cette webconférence, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, une association indépendante, libre dans ses positions, qui rassemble à ce jour près de 1000 cadres dirigeants de communautés de communes, de communautés d'agglos et de communautés urbaines. Une association dont le congrès s'ouvre dans la semaine au Grand Bornand. Alors pourquoi cette webconférence? Parce que depuis 20 ans, Sofaxis déploie une synthèse des évolutions annuelles des absences pour raison de santé des agents de la territoriale, un véritable outil d'aide à la réflexion et à la décision. Et c'est ce panorama qualité de vie et santé des agents dans les collectivités territoriales dans son édition 2021 que nous allons découvrir ce matin. Ce panorama qui couvre une période pour le moins inédite, je ne vous l'apprends pas, et qui est à la fois l'analyse des grandes tendances observées sur l'année 2020 et aussi des conséquences visibles de la période Covid. Nous nous intéresserons également à la mutation du risque long et est-ce qu'elle se confirme et bien entendu un arrêt sur image, si j'ose dire, de la protection sociale complémentaire. Trois parties donc d'un riche menu qui sera présenté par Vincent Lelon, directeur général de Sofaxis. Bonjour Vincent. Bonjour. Puis je ferai réagir deux invités, Hélène Guillet, DGS du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, présidente déléguée du syndicat national des directeurs généraux et DGA. Bonjour Hélène. On ne vous entend pas Hélène, je pense que votre micro est coupé. Bonjour. Au moins pour qu'on entende votre bonjour. Et Yvonique Ramis, DGS mutualisé Agloville de Moulins et président de l'association que j'évoquais tout à l'heure des directeurs généraux des communautés de France, la DGCF. Bonjour Yvonique. Bonjour à toutes et tous. Et merci à tous deux de votre présence parce que je connais vos agendas plus que chargés. Et bien entendu, nous essaierons de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser au cours de cette webconférence. Vous pourrez le poser via la fenêtre questions que vous pouvez voir à la droite de votre écran. Et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous informons que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dans les jours prochains et dont le lien vous sera envoyé. Mais je vous propose que nous commencions tout de suite avec vous, Vincent Lelon, avec cette première partie qui porte donc sur l'évolution des absences en 2020 et les impacts peut-être différents selon les deux confinements sur ces absences. Vincent Lelon. Merci Hugues. Alors déjà, on est très fiers et très heureux de vous présenter les résultats, le panorama 2021 des absences pour raison de santé des agents de la fonction publique territoriale. Peut-être un petit point de méthode ou en tout cas de vous rappeler ou de vous informer que c'est notre 20e édition. Ça fait donc 20 ans que année après année, nous analysons ces absences et ces motifs d'absence avec un nombre important puisque nous avons environ 800 000 agents en portefeuille et que du coup, compte tenu du taux d'absentéisme moyen qu'on constate, c'est que chaque année, on étudie entre 300 000 et 400 000 motifs d'absence pour raison de santé. Donc c'est un panorama extrêmement complet, extrêmement fouillé, que l'on met à la disposition des acteurs territoriaux. Notre objectif, c'est pas de servir telle ou telle doctrine, c'est d'avoir des faits, c'est d'avoir des chiffres qui éclairent les actions en cours et qui orientent les actions futures. C'est notre seul objectif. Alors, sur 2021, donc pour les chiffres 2020, ce que l'on peut ressortir comme éléments généraux déjà de tendance, c'est finalement, et j'attends donc que ça s'affiche, voilà, une évolution des absences que vous pouvez lire là sur ce graphe, qui porte finalement, on se rend compte qu'il y a deux indicateurs qui sont assez stables, qui sont la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'arrêts de travail, qui sont l'exposition, c'est-à-dire le nombre d'agents qui s'arrêtent, et qui, en revanche, en termes de gravité, se détériorent d'une façon visible. Ces deux points majeurs sont importants et en fait regroupent deux sujets différents qu'on va analyser plus tard, qui sont l'évolution de l'aggravation de l'absentéisme liée au Covid,
Mais d'un autre côté, et on le voit sur le décroché qui s'est produit en 2018, c'est la mise en place du jour de carence dont les impacts restent réellement visibles. Si l'on rentre dans le détail des indicateurs généraux, un premier point, c'est qu'il y a deux indicateurs qui ne bougent pas. Et les deux indicateurs qui ne bougent pas, ce sont le nombre d'arrêts pour 100 agents, donc c'est le taux d'arrêt, qui reste à 58 arrêts comme l'année dernière. Et vous voyez en dessous dans le détail que ces arrêts sont très majoritairement dus à la maladie ordinaire, avec quasiment 48 arrêts. Et puis aux accidents du travail avec 5,5 arrêts et longue maladie longue durée 2,8 arrêts et la maternité enfin 1,6 arrêts. Sur l'exposition, c'est-à-dire la proportion d'agents absents par nature d'absence, là pareil, une stabilité à 41%, très majoritairement aussi représentée par la maladie ordinaire qui représente 31,2% des agents absents, l'accident du travail 5,3%, longue maladie longue durée 2,8% et la maternité 1,6%. Voilà, donc ces deux indicateurs sont stables. En revanche, on a deux indicateurs qui évoluent. Le premier qui est l'évolution de la gravité. Donc la gravité, c'est la durée moyenne des arrêts. Et vous voyez que la durée moyenne des arrêts, elle passe de 47 jours en 2019 à 49 jours en 2020. Et quand on regarde le détail, on voit que ces arrêts représentent des réalités complètement différentes en termes de durée selon la nature de l'absence. Un arrêt longue maladie longue durée dure en moyenne 266 jours. Un arrêt maternité 101 jours. Les accidents du travail 67 jours et la maladie ordinaire 32 jours. Donc, cet indicateur s'aggrave. Et puis, du coup, comme vous avez deux indicateurs stables et un indicateur qui s'aggrave, le taux d'absentéisme qui combine finalement l'ensemble, lui s'aggrave et passe de 9,2% de taux d'absentéisme en 2019 à 9,5%, ceci étant non compris la maternité. Si on intègre la maternité, on est sur 10%. Et quand vous regardez le détail par nature d'absence, ce 9,5% est représenté à 5,3% par la maladie ordinaire, 2,7% par la longue maladie longue durée et 1,5% par les accidents du travail. Voilà les indicateurs généraux de cette année. Sur ces indicateurs généraux, en fait, il y a deux choses à retenir parce que cette évolution, elle combine deux choses différentes. Et vous voyez là, par exemple, sur la maladie ordinaire et sur l'accident du travail. Sur la maladie ordinaire, on se rend compte que la gravité augmente de façon importante, augmentée de façon régulière depuis 2017. Elle envoie une cassure dans l'augmentation de la gravité, une certaine relative stabilité de la fréquence, une augmentation de l'exposition, c'est-à-dire du nombre d'agents absents, ce qui fait que globalement, le taux d'absentéisme évolue à la hausse significativement. À l'inverse, et c'est tout l'inverse, sur les accidents du travail, là, on constate une augmentation de la gravité, mais en même temps, une très forte diminution de la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail, et de l'exposition, c'est-à-dire le nombre d'agents absents. Ce qui fait qu'au global, le taux d'absentéisme sur l'accident du travail évolue plus modérément. Tout ça, ces deux impacts-là que vous voyez, ce sont des impacts qui sont principalement liés au Covid. Et si l'on regarde dans le détail ce qui s'est passé sur le Covid, j'attends que les slides nous rejoignent. Si on le regarde déjà sur la maladie ordinaire, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans cette période extrêmement particulière que nous avons vécue, que nous vivons encore, notamment avec les deux confinements. Donc là, il s'agit des absences, du nombre de jours d'arrêt survenus en maladie ordinaire. Et vous voyez que le premier confinement a généré un comportement très particulier qui montre en fait le choc des organisations. Vous voyez qu'en avril, le volume de jours d'arrêt survenus a augmenté considérablement. Et il a augmenté considérablement, très probablement, parce qu'un certain nombre d'absences ont été faites un petit peu dans le choc et dans la précipitation de cette période. Et en même temps, il est probable qu'un certain nombre d'arrêts ont été faits sur des motifs qui, in fine, n'étaient pas des motifs d'assurance de maladie ordinaire, mais probablement un certain nombre d'indisponibilités pour garde d'enfants. Donc ça, c'est le premier point sur mars. Et à l'inverse, sur avril, vous voyez que le nombre de jours d'arrêt a baissé très significativement. Et là, c'est pareil. C'est sans doute, ça s'explique par ce choc des organisations qui fait que tout s'est un peu mis à l'arrêt et que la déclaration des absences pour raisons de santé, notamment pour maladie ordinaire, s'est retrouvée très fortement diminuée dans cette période où tout le monde était d'une certaine façon revenu chez soi en télétravail ou pas.
Et puis dans la suite, vous voyez que là, on retrouve une certaine augmentation de la maladie ordinaire qui est liée, je dirais, aux facteurs habituels que l'on constate depuis quelques années, liés notamment au vieillissement de la population des agents de la fonction publique territoriale. Et que dans le deuxième confinement, eh ben là, on se retrouve avec des nombres de jours d'arrêt qui sont beaucoup plus dans la lignée de ce qu'on avait constaté les années d'avant, ce qui montre bien d'ailleurs que les agents de la fonction publique étaient en première ligne dans le traitement de la crise et étaient présents plus sur site dans le deuxième confinement que dans le premier. Voilà ce qu'on peut dire sur la maladie ordinaire. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les accidents du travail pendant cette période, eh ben là, c'est bien évidemment le diagnostic différent. C'est que dans ce premier confinement, on a vu un très fort tassement du nombre d'arrêts survenus pour motif d'accident du travail, et notamment lié au fait que les agents chez eux et en télétravail, il y a eu forcément de fait beaucoup moins d'accidents de service et beaucoup moins d'accidents de trajet. Et on constate en revanche que cette évolution se retrouve également sur les mois qui suivent, sans doute parce qu'il y a une partie de télétravail et que finalement, là, il n'y a pas, comme on pourrait le voir éventuellement sur la maladie ordinaire, d'effet de décompensation et d'aggravation compte tenu des périodes de stress. Là, quand un accident du travail n'a pas eu lieu, il n'y a pas d'effet de rattrapage. Et donc, cette vision positive de la diminution des accidents du travail, on la retrouve également sur le deuxième confinement. Voilà les éléments un peu généraux que l'on pouvait donner sur cette vision du panorama 2021, donc sur les chiffres 2020. Bien, merci Vincent. Je vais demander à Hélène et Yvonique de revenir à l'écran. Hélène Guillet, dans un premier temps, évidemment, quelle réaction suscitent chez vous ces données, dont certaines mois par mois, ce qui est intéressant. Et en même temps, j'ai envie de vous demander, il y a quand même un constat sur le fait qu'il y a de multiples professions qui ont été, comment dire, sursollicitées. Et j'imagine que ça va laisser des traces durables, hein, notamment dans des équipes qui interviennent sur des services incontournables. Hélène Guillet. Dans un premier temps, en effet, les chiffres sont ce qu'ils sont. Je crois vraiment, ce qui est essentiel, c'est d'avoir à l'esprit aussi que la réalité territoriale est très contrastée selon les endroits, les tailles des organisations, selon le fait qu'on est qu'au-delà des chiffres, chaque organisation doit vraiment radiographier ses propres éléments parce que dans ce que Vincent Lelonde vient de nous présenter, je trouve qu'il y a des indicateurs très puissants à utiliser pour chaque organisation territoriale. D'abord, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est produit depuis un peu plus d'un an, puisqu'on a tendance à oublier, et ce matin j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui m'évoquait voilà, les aspects, le contexte social, médical, et en fait je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte en échangeant, que l'histoire, elle est réécrite. On s'est parfaitement adapté à la situation. Alors, parfaitement, pardon, ça manque un peu d'humilité sans doute, mais en tout cas, on s'est adapté à la situation sanitaire et on s'est tellement adapté à la situation sanitaire qu'on en oublie les conditions dans lesquelles le premier confinement a été prononcé. L'effet de sidération, l'effet de peur et d'anxiété générale, le fait que si on avait été en état de guerre mondiale, ça n'aurait pas été pire. D'ailleurs, les termes ont été utilisés. Et le deuxième confinement n'a pas du tout eu le même type d'approche. En plus, côté territorial, il y a un peu plus d'un an, on était dans un contexte de brouillage institutionnel considérable, puisque c'était du poste municipal, que les équipes se sont installées dans des conditions invraisemblables, les équipes politiques, et que en effet toutes les administrations ont de facto subi les aléas sans visibilité, en complète insécurité, sans avoir idée de ce qui se produisait. Donc à travers les chiffres, je pense que à la fois sur premier confinement, deuxième confinement, on a cette dimension de contraste intérieur-infra à chaque organisation à radiographier. Le fait qu'il faut aussi se remettre en perspective
de ce qu'était le premier confinement, de ce qu'a été le deuxième confinement, et si on devait arriver sur un troisième confinement, il serait encore différent, et que tout ça a des effets sur les absences, sur les arrêts de travail, évidemment pour maladies ordinaires, mais aussi sur les accidents du travail. Et je voudrais juste souligner deux chiffres. Sur les chiffres que vous nous avez montrés, Vincent Lelong, on voit qu'on a une baisse en avril de l'arrêt maladie ordinaire. Il ne faut pas oublier que les ASA, les absences spécifiques, ont été débloquées dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Et donc, en effet, ça ne rentre plus du tout sur les mêmes registres. Ça, sur le premier confinement. Sur le deuxième confinement, tout ça a été assez rodé. Et puis, on a un pic des accidents du travail en juin et en septembre. Alors, certes, l'activité a repris, mais pas totalement, parce qu'en juin 2020, il y avait encore une grosse part de travail à distance. En septembre, l'activité a repris. Mais en revanche, on a beaucoup d'agents territoriaux qui étaient sur le pont depuis très longtemps, pas en direct sur des activités auxquelles qu'on a à l'esprit habituellement sur les accidents du travail, espaces verts, voirie, etc. Mais les gens qui ont assuré les services funéraires, qui ont assuré la garde des enfants, donc qui étaient sous tension complète pendant des semaines et des semaines, qui ont tenu contre vents et marées, et à un moment, eh bien voilà, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, et ça peut être aussi une hypothèse sur la reprise sur ce pic d'accidents du travail de juin et de septembre 2020. C'est intéressant ce que vous dites sur la sidération effectivement du premier confinement et l'oubli qu'on en a fait, ce qui est souvent le cas même individuellement dans les cas de sidération, de se transformer par de l'oubli après. Yvonne Kramis, on ne peut pas faire fi évidemment du constat et des analyses d'Hélène, qui sont la réalité, et en même temps, même si elle l'évoque, on constate, je dirais, l'évidence de l'engagement d'une majorité des agents pendant cette période-là et d'une forme de robustesse, de nos organisations. Mais en même temps, est-ce que cette crise, elle ne remet pas en question nos approches, notre approche du management et puis, on a eu quand même certains cas de déficit de communication et de partenariat. Enfin, elle pose un certain nombre de questions de ce type-là, en dehors des réactions que vous pouvez avoir par rapport aux chiffres présentés par Vincent. Oui, effectivement, c'est sûr que, je partage ce que vient de dire notre collègue Hélène. L'effet de sidération a été tellement existant et brutal que on a toutes et tous développé à la fois des modes d'action et des modes de coopération souvent improvisés, mais finalement qui pour certaines ou certains se sont révélés plutôt opérants. Et c'est ça qui moi, me paraît assez intéressant, c'est que cette crise que personne n'avait vu venir et qui malheureusement n'est toujours pas terminée et dont à peu près personne ne sait quand elle s'achèvera, en tout cas réellement et durablement, elle met en exergue le fait que, d'une part, dans beaucoup de nos organisations, on n'était pas forcément très agile et très habile sur la capacité à faire descendre de l'information, à capter ce qui remontait. Et là, globalement, on a tout un tas d'écrans plus ou moins volontaires qui ont explosé du jour au lendemain, et on a bien vu que finalement, ça fonctionnait pas si mal que ça. Et d'autre part, on s'est aussi rendu compte de l'impérieuse nécessité des coopérations. Et moi, c'est plutôt sur ce point-là que je voudrais insister quelques instants. Au-delà du fait que, si je peux me permettre de revenir sur les chiffres que Vincent Lelong présentait, moi, je les ai trouvés assez surprenants, ces chiffres. Évidemment, je ne les conteste pas, c'est la stricte réalité. Donc, c'est l'intérêt de ce type d'observatoire et d'études. Je les trouve étonnants parce qu'on aurait pu penser quand même que le taux d'absentéisme, même si cette année 2020 a été exceptionnelle à de nombreux égards, on aurait pu penser que les chiffres auraient été plus bas, notamment sur l'accroissement de la gravité. Moi, j'aurais vraiment pensé que le nombre d'accidents de travail aurait baissé plus que cela, même si on sait très bien que nos agents dits de première ligne, eux, ont continué à travailler quasiment en permanence et que ce sont eux qui sont sur les métiers les plus accidentogènes. On a quand même énormément d'agents en télétravail, et beaucoup d'agents qui ont été placés en ASA. En tout cas, je m'attendais à des chiffres un peu différents, mais la réalité et les chiffres sont têtus. Pour revenir sur le volet des coopérations, moi, ce qui me semble être le plus intéressant, c'est que ça met vraiment en lumière la nécessité pour nous de continuer, parce qu'on est nombreuses et nombreux à le faire depuis quelques années, et bon, probablement pas encore de manière assez approfondie, ou en tout cas peut-être pas de manière assez structurante. Ça nous oblige à revoir nos modes d'animation de nos encadrants intermédiaires particulièrement, parce qu'on a bien vu que, notamment dans ce premier confinement, mais aussi dans le deuxième, et je pense paradoxalement
beaucoup dans la période de l'été 2020, qui a été une période d'adaptation, de réajustement et de préparation, surtout en septembre, de ce qui nous attendait à l'automne 2020. On voit bien que des coopérations informelles se sont déployées, parfois couplées de coopérations plus ou moins institutionnelles, mais en tout cas, souvent, on a des coopérations informelles qui se sont déployées entre intercommunalités et communes, entre communes entre elles, entre interco entre elles, avec parfois les services du département ou de la région, etc. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement positif, et notamment parce que ça a mis en exergue la grande puissance et la forte légitimité des encadrants intermédiaires à proposer, à agir, ou les deux à la fois, et parfois même à prendre des initiatives fortes pour faire en sorte que le service public continue. Et je pense que dans le résultat 2020 de la gestion de cette crise sanitaire exceptionnelle, globalement, à peu près tout le monde s'accorde à dire que le monde territorial a su répondre, parfois de manière plus ou moins ordonnée, mais peu importe. Mais je pense que si on a su répondre, c'est aussi en grande partie grâce à nos encadrants de proximité qui ont su vraiment développer ces coopérations interinstitutionnelles et qui ont su se retrousser les manches pour faire en sorte que leurs équipes de terrain, qu'ils ou elles ne voyaient quasiment plus du jour au lendemain, puissent continuer à avoir du sens, continuer à avoir un lien avec leurs collègues et avec leurs représentants hiérarchiques. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, d'ailleurs à tous les trois, qui nous arrive d'un internaute, parce que vous avez prononcé le mot encadrement intermédiaire. Je la lis telle quelle. Les taux d'absentéisme sont généralement plus élevés dans les services encadrés par un faisant fonction plutôt que par un cadre formé au management. Cela ne pose-t-il pas la question du rôle de l'encadrement intermédiaire ou de proximité dans des périodes de crise? Alors, vous y avez partiellement répondu, mais c'est vrai qu'il y a, ça mérite quelques éléments de réponse supplémentaires de votre part. Alors, moi, je peux réagir d'abord sur l'affirmation. Ça renvoie à ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, il faut regarder en infra des organisations. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que, en effet, la question managériale, enfin, Yvonique l'a dit, mais la question managériale, elle est au cœur des réussites, des difficultés, voire des échecs, mais pas entièrement. Pas entièrement. La question du elle est fondamentale dans cette période. Alors, d'une manière générale, et ce qui est évoqué dans la question, c'est en fait comment l'organisation, d'une manière globale, en temps normal, structurellement, est équipée, ce que j'appelle moi équipée, ouvrez les guillemets, fermez-les, sur le plan des collectifs de travail, de la place des individus dans ces collectifs, du pilotage, du management, évidemment d'une manière vraiment de l'organisation générale. C'est fondamental quand tout va bien, mais alors en période de crise et d'une crise qui n'est pas n'importe quelle crise. On n'en est pas sorti, on ne voit pas plus loin qu'à 3 ou 6 mois. On sait parfaitement que les éléments de stratégie et de mise en opérationnel, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles peuvent être remises en question dans 3 mois ou dans 6 mois. Tout ça génère de l'anxiété, du risque psychosocial, des formes de tension psychique. Donc évidemment que pour les organisations ou les équipes qui sont les moins outillées, qui n'ont pas pris le temps de réfléchir, quelles qu'en soient les raisons, et c'est pas jeter la pierre, mais qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à ces constructions. Et dans construction, il y a du aussi, à ces constructions de pilotage, d'équipe, de management, de la place des uns et des autres. Eh bien, quand on est sur des conjonctures telles qu'on connaît et qui durent et qui épuisent tout le monde, ça prend un tour encore plus important. Yvonique, sur cette partie, on a l'impression, en vous écoutant, que le management, c'est à la fois, enfin partiellement, mais c'est à la fois une partie de la cause et une partie de la solution. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu, c'est un peu ça. Non, c'est évidemment un vaste sujet, mais comme elle le dit Hélène, moi je crois vraiment qu'il y a une dimension structurante là-dedans. C'est-à-dire cette crise, elle doit nous permettre pour certains de réagir, pour d'autres d'agir sur ce sujet managériel qui est à la fois à la base, mais aussi à la conséquence. Moi, je me permettrais peut-être de le mettre effectivement un peu dans l'autre sens. On voit bien que les organisations qui étaient assez peu acculturées à cette dimension managériale, ou en tout cas où les choses pouvaient être assez empiriques, et je reprends la formule de faisant fonction, ces organisations-là, elles ont pu avoir du mal à être en tout cas réactives et à se mettre en mode plan de continuité d'activité, etc. Parce que je vous rappelle quand même que
beaucoup de collectivités ont découvert ce qu'était un plan de continuité d'activité le 17 mars. Voilà, donc maintenant, ça nous paraît presque loin tout ça, mais finalement, c'était ça la réalité à ce moment-là. De manière plus générale, moi, je trouve que ça nous oblige, nous, dans les directions générales, dans les directions des ressources humaines, ça nous oblige, nous, à voir une fois de plus un peu plus loin et avoir une vision, même si je pense qu'on va s'en parler dans la suite de la séquence, avoir une vision RH un peu plus prospective, alors sans faire de grande philosophie ou théorie RH, et avoir une vision qui va un petit peu plus loin pour nous améliorer et nous aider justement, notamment dans le choix, dans les affectations de ces encadrants intermédiaires qui sont vraiment des postes clés, parce que encore, et je me l'applique à moi-même, parfois on peut encore être tenté de promouvoir quelqu'un en lui disant bah tiens, tu vas faire l'affaire pendant quelques temps ou tu es un super expert, on va te nommer sur ce poste-là parce que tu le mérites. Alors que finalement, on se rend compte que si on essayait d'objectiver un peu la démarche, c'est au mieux de ne pas rendre service à ce collègue-là ou à cette collègue-là, voire même c'est carrément une erreur parce qu'il ou elle n'a pas le profil d'un encadrant de proximité. Et ce qu'on a vu dans cette période de crise sanitaire, c'est ce qui nous est beaucoup remonté au travers du réseau ADGCF, c'est vraiment aussi la capacité des agents eux-mêmes à agir et à réagir, y compris quand leur propre encadrement était défaillant volontairement ou involontairement. Donc moi, ce que ça m'inspire surtout, c'est vraiment la nécessité pour nous dans les DG de structurer un dispositif pour animer, suivre, former nos managers intermédiaires sur tous ces nouveaux modes de pilotage et de gestion de nos équipes. C'est intéressant de voir la vision que vous avez, qui est en plus l'intérêt que vous ayez présidence déléguée de syndicats, une vision nationale aussi de ce qui se passe et pas uniquement dans vos collectivités. Vincent Lelong, peut-être des réactions, si vous le souhaitez, par rapport à ce que vous venez d'entendre avant qu'on passe à la deuxième partie sur la mutation du risque long. Non, enfin, moi, je vais me borner à donner quelques éléments de faits, de chiffres, éventuellement, qui peuvent éclairer la discussion. Ce qu'il y a d'intéressant, la question, elle est posée sur le management, mais elle peut être plus généralement posée sur la qualité de vie et conditions de travail. C'est que on se rend compte, on a fait une étude, alors il y a 2 ans maintenant, qu'il faudrait qu'on réactualise, qui croisait une enquête sur la QVCT et l'absentéisme. Et on se rend compte que la nature de dysfonctionnement sur la QVCT va avoir des impacts différents sur les absences selon sa nature. Je m'explique. Quand un agent se sent en difficulté dans son quotidien, dans la façon dont il est managé, ça va avoir un impact sur les arrêts courts. Et à l'inverse, quand un agent est en perte de sens, voit un peu moins sa position aujourd'hui, demain dans le projet, j'allais dire, du service public, là on est sur des arrêts longs. Et je crois que la question posée là, confrontée après, qu'on croise aussi avec la crise, montre bien éventuellement cet impact un peu d'une défaillance de management qui a joué sur les sujets de court terme, notamment parce que là il fallait être extrêmement réactif. La question du sens, c'est aussi une question qui est imposée aux managers quand même. Clairement, non mais clairement, mais je faisais juste le croisement entre. Le sujet du sens est un sujet de management également, mais si on croise, si on met dans le contexte de la crise cette remarque-là, on était plus, à mon avis, sur des sujets de management au quotidien et de présence de court terme. Moi, Alors, oui, pardon, simplement pour décrisper aussi, parce que décrisper au sens global, pas nous, mais surtout déculpabiliser, voilà, plutôt que décrisper. Je rejoins Yvonique quand il dit que les directions générales portent une grande responsabilité et les organisations au sens institutionnel dans les difficultés rencontrées par les différents managers. Parce que il revient quand même à la direction générale et aux directions des ressources humaines d'accompagner sur des évolutions professionnelles. Et moi, j'ai basculé de poste entre au premier confinement, j'étais collectivité locale depuis très très longtemps et donc côté centre de gestion, c'est le revers c'est l'autre côté du miroir. Mais en fait, on pousse les gens à prendre des responsabilités sur le volet managérial et potentiellement on les met en difficulté qui peuvent aller sur des ruptures quand vraiment c'est poussé plus loin, sur des ruptures type arrêt long parce qu'il n'y a pas de vision, pas de sens, pas d'organisation. Et ça, ce ne sont pas les individus. Bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité là-dedans, d'avoir accepté, personne ne les pousse à ça. Ni les oblige à signer au bas de la page
devenir manager, mais ça dépend comment on présente les choses. Et donc, je pense que ce sont aussi les organisations publiques, les élus, les directions générales qui doivent prendre leurs responsabilités pour accompagner pleinement les équipes et pour les soutenir et faire en sorte que les individus ne soient pas dans ces formes de rupture et de risques très forts qui sont très destructeurs sur le plan du développement personnel. Et ça n'est ni dans l'intérêt des individus, évidemment, ni dans l'intérêt des équipes de travail, et encore moins dans l'intérêt des organisations publiques. Alors, je vous propose qu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent, et il est vrai que beaucoup portent sur ces sujets-là, sur la responsabilité des ressources humaines, la place des ressources humaines, les questions de reconversion, etc. On va y venir. Je vous propose qu'on continue la présentation de Vincent sur la mutation du risque long. Vincent. Je pense que de toute façon, ça fera un bon lien avec la discussion qu'on fait là et les perspectives posées sur les thèmes à aborder. On a souhaité faire un focus sur les absences longues pour deux raisons. La première, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et la deuxième, c'est qu'on voit un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, si on regarde les absences longues, et si notamment on regarde les arrêts en maladie ordinaire de plus de 180 jours, il y a un constat assez fort qui se fait d'une évolution, d'une aggravation extrêmement forte de ces natures d'arrêts. Vous voyez sur ce graphe que la part du nombre d'arrêts de plus de 180 jours a quasiment été multipliée par 3 entre 2016 et 2019. Alors en fait, ça, il y a deux choses à voir dedans. Le premier point, c'est qu'il y a eu depuis l'instauration du jour de carence, c'est-à-dire la suppression des arrêts courts ou des arrêts très courts ou la diminution très forte des arrêts très courts. Donc mécaniquement, vous avez déjà un effet d'aggravation, je dirais mathématique ou mécanique du nombre d'arrêts. Cela étant, ce n'est pas la seule explication. On y voit aussi une explication du vieillissement de la population des agents de la fonction publique territoriale, qui à la fois, donc cette population de plus en plus vieille et va travailler de plus en plus longtemps, c'est-à-dire de part en retraite de plus en plus tard. Donc c'est cette conjonction des deux éléments qui aggrave fortement la part du nombre d'arrêts de plus de 180 jours. Et vous voyez dans le même temps que la durée moyenne de l'arrêt de plus de 180 jours a elle aussi quasiment été multipliée par 2 entre 2016 et 2019. Donc on y voit là un vrai sujet de préoccupation sur lequel on doit travailler, mais on voit aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Le graphe que vous avez là, c'est la part de longues maladies et longue durée dans les absences en maladie de plus de 90 jours. Et on se rend compte que depuis 2016, ce taux décroît. Et ce taux décroît depuis 2016 sous la conjonction de deux facteurs. Le premier, c'est que c'est à compter de cette date-là que les CDG, les centres de gestion, ont repris la responsabilité des comités médicaux. Et le fait qu'ils reprennent la responsabilité des collectivités, des comités médicaux a trois impacts. Le premier, c'est que vous avez un effet de neutralité plus fort, donc une distance plus forte entre le dossier concerné et ceux qui le regardent. Le deuxième point, c'est que un CDG a sans doute plus de moyens pour mobiliser des compétences médicales en plus grand nombre et peut-être plus pointues sur l'analyse de ces dossiers. Et le troisième point, c'est que les CDG ont peut-être plus de temps à consacrer par dossier. Et donc, ces dossiers sont regardés de façon plus fouillée, avec peut-être des ressources médicales en meilleur nombre et peut-être plus adaptées en termes de compétences. Donc ça, c'est le premier point, mais il n'est pas suffisant. Et on a regardé, j'imagine que nos invités vont pouvoir nous en parler, mais il y a également une vraie préoccupation, un vrai suivi dans ces arrêts longs et dans le pilotage de ces arrêts longs, en termes d'actions qui sont des actions de maintien dans l'emploi, de retour à l'emploi ou de réinsertion professionnelle. Plus généralement, et c'est par le biais de ce petit focus qu'on voulait insister dessus, c'est qu'on a des enjeux extrêmement forts aujourd'hui compte tenu du vieillissement de la population, d'employabilité durable qui prennent en compte les problématiques d'usure professionnelle et qui assurent un certain nombre d'actions qui permettent de travailler à un plus fort maintien dans l'emploi, à ce que Yvonique disait sur l'anticipation des carrières, puisque maintenant ça va être de plus en plus long, avec très certainement plusieurs métiers exercés dans le cadre d'une même carrière, et avec un certain nombre d'actions de prévention, de réinsertion professionnelle ou de repositionnement. Merci Vincent pour cette deuxième partie précise et brève et efficace.
Juste, Yvonique, peut-être revenir sur un mot qu'a utilisé Vincent, de ce mot d'anticipation. C'est vrai que quand on parle d'augmentation des durées d'arrêt, d'usure professionnelle, de vieillissement des effectifs, on se demande si, depuis des années, il y a eu suffisamment de démarches d'anticipation sur ces questions. Vous y avez déjà un tout petit peu répondu, mais j'aimerais bien avoir votre avis également, comme celui d'Hélène. Et puis peut-être une petite question annexe concernant le vieillissement lui-même. On a l'impression qu'il y a un problème culturel en France, ou en tout cas dans certains pays d'Europe, sur notre rapport à l'âge et à ce qu'il représente. Et peut-être que ça joue aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Enfin, cette notion d'anticipation, moi je la mettrais effectivement sous les deux angles. Premièrement, anticipation métier, et deuxièmement, anticipation de l'âge. Sur le premier point, ce qui me paraît être le plus important, beaucoup de collectivités le font déjà, mais beaucoup ne le font toujours pas. Et dans le monde des intercos, c'est un sujet qui est très prégnant parce qu'on a beaucoup de cette typologie de métiers que je vais appeler très spécifiques. Il m'apparaît complètement essentiel de prévoir dans nos politiques RH un dispositif spécifique de veille pour les métiers. Je ne sais pas bien comment les qualifier, ça n'a rien de péjoratif, au contraire, pour les métiers à forte typicité. J'ai pour exemple maître nageur, assistant de service social, animateur, enfin animateur extrascolaire. Voilà, on peut aussi parler dans des métiers de la filière sécurité, police, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire, tous ces métiers où globalement, quand on entre à 25 ans, on peut être tenté de dire, eh bien, je suis sur un métier hyper spécialisé, donc je vais faire une trajectoire de 45 ans. Globalement, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus et il est totalement indispensable, de mon point de vue, de prévoir des dispositifs de veille active et même donc des dispositifs clairement de pilotage de ces métiers-là et de ces carrières-là pour éviter une usure mentale, parfois une usure physique ou les deux. Parce que, alors j'ai pas pris de stats forcément précises, en tout cas récentes, mais j'ai souvenir de statistiques un peu plus anciennes qui démontraient que dans ces métiers-là, l'absentéisme pouvait rapidement grimper au fil des années, souvent par forme d'usure mentale. Donc ça, c'est le premier point. Sur ces métiers qui peuvent avoir tendance à devenir routiniers, sans dimension péjorative une fois de plus, parce qu'on est sur la même typologie depuis des années, 20 ans, 30 ans, ou même parfois plus, il est essentiel que les collectivités, via leur DRH, déploient des moyens pour, en clair, envisager des reconversions évidemment positives et anticiper dans le temps à ces collègues-là. Et j'imagine que pour vous, c'est pareil, mais moi, j'ai en tête plusieurs situations individuelles de très, très grande réussite, de reconversion d'anciens maîtres nageurs, etc. Et le deuxième point d'anticipation, effectivement, et c'est ce que vient de dire Hugues, c'est sur l'âge, où, alors là, ce que je vais dire est un peu subjectif, mais je trouve qu'on a une maladie, une pathologie qu'on soigne assez mal en France, c'est celle de l'anti-vieux. À 50 ans, on n'est pas vieux, à 60 ans, on est loin d'être vieux. On sait très bien que maintenant, on doit continuer à travailler probablement jusqu'à 63, 65, voire 67 ans. Alors moi, je n'entre pas dans le débat de la cohérence, hein, je ne fais que constater ce qui nous est demandé. Ce qui est en revanche à peu près certain, c'est qu'on anticipe toujours assez mal et qu'on est souvent tétanisé par une candidature externe notamment, de quelqu'un qui a 55, 58 ans, hein, sous plusieurs angles. Un, parce qu'il ou elle coûte plus cher, ça c'est factuel, mais est-ce que c'est grave? Moi je ne crois pas. Et deux, parce que la personne a un vécu, a une expertise, et puis on peut être tenté des fois de penser, bon, qu'est-ce qu'il ou elle vient faire là, à cet âge-là, etc. Voilà. Et là aussi, là, je pense que la balle est dans le camp des directions générales et des DRH. C'est à nous, à la fois un peu de désacraliser et, comme disait Hélène tout à l'heure, un peu de décrisper tout le monde pour faire en sorte que dans le secteur public local, on continue à jouer le jeu. J'ai l'impression qu'on le joue, mais je pense pas de manière suffisante. Mais surtout, je pense que sans forcément contraindre et aller casser le bras des directeurs, des responsables de direction ou de service dans les phases de recrutement, mais c'est à nous plutôt de déployer une politique offensive et positive pour expliquer que ce type d'expertise et d'expérience constitue une valeur ajoutée très grande et qu'elle peut permettre justement là aussi d'éviter une forme d'absentéisme parce que on peut être tout à fait satisfait parfois aussi que certains de nos agents et de nos cadres de ces âges-là trouvent un nouveau souffle à l'extérieur, en externe ou en interne, si quelqu'un d'autre leur tend les bras et leur tend la main. Hélène, sur ces questions, peut-être aussi sur les éléments qu'a apporté Vincent Lelong tout à l'heure sur les centres de gestion. Et puis, en préparant cette émission, j'allais dire, je me rappelle de vos propos, vous me disiez que la complexité de tout qui est autour de l'absentéisme, c'est précisément qu'on n'a pas toute la main pour le prévenir.
et ça m'intéresserait aussi que vous le réévoquiez. Oui, alors puis je reviendrai un tout petit peu sur un ou deux points que je partage pleinement qu'Yvonique a évoqué, mais peut-être il y a d'autres formes de réalité territoriale, mais tout ça est très, très en lien, c'est très complexe. D'abord sur le rôle des centres de gestion, donc oui, en effet, les centres de gestion, les hypothèses qui ont été évoquées par Vincent sont sans doute justes autour du temps disponible. La réalité, c'est que les centres de gestion sont des établissements publics avec une spécialisation et une spécificité sur les ressources humaines au sens large du terme, et donc ont davantage de temps à consacrer à cette dimension-là, puisque c'est leur raison d'être, c'est leur vocation sur le territoire départemental, et et moi j'insiste beaucoup là-dessus auprès des équipes, parce que à l'échelle du CDG 44, on est aussi en projet de transformation complet sur cet angle-là, c'est de dire nous disposons d'un certain nombre d'éléments autour des ressources humaines avec des capacités, une puissance d'intervention, de soutien, d'accompagnement. Donc, occupons tout ce champ-là qui fait partie, et encore une fois au sens très très large, qui fait partie de notre capacité, de notre expertise, pour venir en soutien des collectivités locales qui, elles, sont les seules interco et communes, mais pas que, départements, régions aussi, qui sont les seuls à pouvoir produire de l'action publique directe locale, et qui donc doivent, dans un environnement, parce que c'est aussi de ça dont on parle, autour de l'absentéisme, dans un environnement dont on sait que les ressources s'appauvrissent, qu'on ne peut plus être partout, surtout, tout le temps, qu'on n'a plus exactement les moyens de répondre à toutes les exigences, toutes les injonctions, alors que les besoins s'accroissent. Eh bien, les collectivités, les interco, communes interco, elles produisent l'action publique directe locale, mobilisent leur temps, leur énergie, leurs ressources là-dessus, et nous, centres de gestion, on vient en soutien, en accompagnement sur tout ce qui est plutôt du back-office dans le champ des ressources humaines, et ça va de la qualité de vie au travail, en passant par les instances médicales, la médecine de prévention, mais bien d'autres choses aussi, comme du conseil en organisation, etc. Bon, ça, c'est un premier point. Donc oui, les centres de gestion, peut-être dans les hypothèses, je partage le fait qu'ils s'occupent de ces éléments-là. Ça peut être des éléments d'explication sur la baisse des chiffres. Ça renvoie, et je ne le développerai pas parce qu'on déborde du thème, mais quand même, ça renvoie aussi à la question de la médecine, alors dite du travail maintenant en fonction publique, qui est un vrai sujet et un vrai problème, parce que tout ce dont on discute, et le comité médical, c'est ce que j'appelle le curatif, c'est quand il est trop tard. Et bien avant, il y a la prévention. Et dans la prévention, il y a la médecine de prévention, la médecine du travail, qui est en déshérence complète. Et en crise sanitaire, là où les équipes, les lignes managériales, les directions générales et les individus, c'est-à-dire les agents, sont en risque psychosociaux accrus, en difficulté, c'est là qu'on a besoin d'avoir des équipes médicales en prévention pour venir en soutien, en accompagnement, avec des pistes aussi sur des dimensions psycho, et on n'est pas équipé aujourd'hui en France pour ça, et on mettra sans doute 10 à 15 ans pour résorber le gros gap autour de cette médecine de prévention, mais qui est un maillon essentiel sur tous les champs que nous évoquons. Ça, c'est vraiment un point fort. Le deuxième sujet, c'est en complément ou en illustration différente de ce que disait Yvonique, c'est que toutes les parties de reclassement, de maintien dans l'emploi, c'est aussi là du curatif, à l'échelle des collectivités ou des intercos, avec la place des DRH, c'est vrai, quand on a l'ingénierie. Or, la réalité des structures locales dans la fonction publique territoriale, et là je parle avec la vision départementale, mais aussi régionale, parce que le CDG 44 est centre coordinateur pour la région Pays de la Loire, donc
on échange pas mal aussi avec les collègues de la région des Pays de la Loire. La réalité, c'est qu'une grosse majorité des collectivités ou des intercos sont des petites structures avec pas forcément l'ingénierie RH, pas forcément la capacité à traiter des reclassements ou des évolutions dans l'emploi. Et donc, je pars de l'idée qu'il faut réfléchir sur la base de bassins de vie et de bassins économiques élargis. C'est encore une histoire de c'est comment on travaille la coopération plutôt que la compétition, c'est comment on travaille la coordination plutôt que la confrontation, c'est comment à l'échelle d'un bassin d'emploi, on va pouvoir envisager des choses qui sont absolument pas dans nos cultures, des switches, des éléments de connaissances à partir d'observatoires d'outillage, d'observatoires territoriaux, mais pas que, hein, des choses très factuelles, très opérationnelles. Donc moi, je pense que les centres de gestion, entre autres, mais pas que, ont un rôle à jouer de chef de fila autour de ça. Quand on sait qu'il y a, je crois que c'est 60% des métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus en 2030 ou qui se seront transformés. Enfin, 2030, c'est demain. C'est quelles sont les collectivités, les intercos qui aujourd'hui ont réfléchi aux métiers qui vont disparaître, ce qu'on va faire des agents, comment on pourra les utiliser dans le bon sens du terme à l'intérieur de notre organisation ou pas, et comment on traite des passerelles pour aller à l'extérieur. Et puis, le dernier point, c'est que tout ça est très complexe, en effet, qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont pleinement à notre main. On l'a dit, puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la question du sens, de la vision, du sens qu'on donne pour les équipes, parce que ça, c'est du préventif, hein, c'est pas du curatif. Mais il y a aussi plein de choses, du cadrage, du pilotage, du management, on a dit plein de choses autour de ça, mais il y a aussi plein de choses qui nous échappent. Il y a des éléments qui relèvent de l'ordre privé, qui relèvent des trajectoires individuelles. Il y a des paramètres sociaux, économiques qui sont absolument pas à notre main, avec lesquels on est obligé de composer. Ce sont des entrants, alors en crise sanitaire, c'est encore plus fort, ce sont des entrants qu'on voit pas forcément venir. Et en fait, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est de cette agilité-là qu'on parle en tant que direction générale, pour prendre tous ces entrants, pour pas se laisser en état de sidération, parce qu'on voilà, une fois, d'accord, mais on peut pas être sidéré en continu. C'est la question de l'anticipation et c'est la question d'une approche systémique. C'est vraiment comment on pose sur la table le fait qu'on ne peut plus traiter les choses séparément les unes les autres, qu'on ne peut plus agir seulement à l'intérieur de son organisation, qu'on est obligé de prendre un certain nombre de données et comment on fait aussi avec les choses qu'on ne connaît pas et avec ce qui se produit au moment où ça se produit parce qu'on s'est entraîné autour de ça. Alors, à ce stade, je voudrais… Yvonique, tu voulais intervenir? Oui, peut-être juste en complément, je fais très court. Ce que vient de dire Hélène, ça fait écho et je vous remercie vraiment à nous, à une de nos propositions fortes au niveau de la DGCF. On partage, mais vraiment à 100% tant le constat que l'analyse. C'est sûr qu'en France, encore énormément de communes et d'intercommunalités sont de petites dimensions, ne disposent pas de l'ingénierie, même souvent pas de DRH, pour appeler un chat un chat. Et on pense, nous, que dans le cadre d'un partenariat institutionnel complètement nouveau, via même potentiellement une administration locale qui pourrait être partagée entre communes et interco en lien avec les centres de gestion et en lien fort aussi évidemment avec le CNFPT, on pourrait aller tout en respectant les communes et sans aller jusqu'à une intercommunalisation du volet en tout cas de la politique RH stricto sensu, dans le respect de chacune des communes et de chacune des intercos, on pourrait se partager toute l'ingénierie RH et donc raisonner en clair vraiment par bassin de vie et bassin d'emploi que sont censés être maintenant les nouvelles intercos depuis les réformes d'il y a 3-4 ans. Voilà, et ça, nous, c'est un de nos argumentaires très très forts pour se dire l'un des sujets à la résorption de l'absentéisme et en tout cas à la lutte contre la hausse de l'absentéisme, c'est clairement de raisonner vivier de compétences, besoin de compétences sur un bassin plus large que celui du strict employeur. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques questions d'internautes. Il y en a de nombreux. Je voudrais les rassurer d'abord sur le fait qu'elles seront posées. Et si je ne les pose pas tout de suite, c'est parce qu'elles sont d'une tonalité différente et je les poserai à la fin. La première, elle concerne
la formation. Que pensez-vous du rôle de la formation continue dans la prévention de ces syndromes liés à la perception de ses propres évolutions au sein et tout au long de sa vie? Et à titre d'exemple, la Marine nationale a 20% de son personnel en permanence en formation. Hélène, Yvonique, Vincent. Sur la forme, Vincent, allez-y peut-être si vous voulez ou. Non, je remets mon micro juste pour vous dire non, je vous laisse bien volontiers parler sur ces sujets-là. Vous êtes beaucoup plus compétent et pertinent que moi. Évidemment, la formation, enfin depuis toujours, mais alors moi, je décale toujours le sujet de la formation. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière formation. Si c'est pour faire de la formation technique, d'expertise, très bien. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Se former, évidemment, en continu, faire de la veille, enfin ça me paraît de base. Sauf qu'il faut aussi envisager que les formations d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain, puisque les métiers n'existeront plus. Donc, c'est comment on anticipe cette question-là. La question de la formation, elle est plutôt la question de comment on s'organise, comment on se met en ordre de marche collectif, en fait. Et dans la formation, il y a plein de sujets. C'est comment on c'est quels sont les éléments de projet commun. C'est un élément de formation, c'est un projet commun. C'est les éléments de posture, donc qu'on peut acquérir par l'externe, mais qu'on peut acquérir aussi par l'interne. C'est ces champs-là qui sont fondamentaux. Parce que, voilà, formation, oui, mais au service de quel projet, au service de quel développement individuel et au service de quel développement collectif. Et la marine n'a pas les mêmes besoins que la fonction publique territoriale. Donc, sur la formation, peut-être en quelques mots, peut-être juste sur la formation, moi je crois surtout à la nécessité de faire comprendre à nos cadres, y compris intermédiaires, mais à nos cadres aussi tout court, l'enjeu de se former en permanence. Alors j'ai conscience que ce que je vais dire est impensif, hein, Ouais. mais là je parle de formation spécifique justement au volet humain et managérial. Moi, je suis toujours très étonné de constater que des cadres, y compris cadres dirigeants, y compris plutôt jeunes, ne se forment pas, considérant qu'ils se sont formés il y a 15 ans, voilà, il y a 12 ans, et que le sujet du management n'en est plus un. C'est-à-dire un siècle dans la vie, dans notre vie professionnelle actuelle. Complètement, et je suis très étonné de ça, parce que, évidemment, tout en restant dans des proportions mesurées et mesurables, on doit avoir l'humilité, et puis un peu le courage aussi parfois de partir en formation, un jour sur tel sujet, 2 jours sur tel sujet, souvent à visée humaine, mais pas que, parce qu'évidemment, les formations d'expertise, ça, on les suit. Alors, surtout maintenant avec les objets dématérialisés, ça devient plus simple encore qu'avant, et tant mieux. Mais en tout cas, sur ce volet humain, et donc notamment managérial, pour moi, il me paraît complètement incongru que ce ne soit pas un réflexe d'en suivre un minimum et de s'inscrire dans un parcours qu'on adapte évidemment en lien avec ses propres besoins. Voilà, mais en tout cas, je partage à la fois le constat et la nécessité du fait que s'inscrire dans un processus de formation continue et constant pour les encadrants est une vraie nécessité. Et inévitablement, c'est un moyen au service de cette finalité qui est l'amélioration de la qualité de vie au travail et la réduction de l'absentéisme. On va prendre une autre question avant de repasser la parole à Vincent. Une question votre réponse m'intéresse parce que ça me rappelle un vécu professionnel dans mes équipes à l'époque. Si l'âge a un impact sur les arrêts longs, l'ancienneté n'en a-t-elle pas un aussi sur le poste? Et c'est l'éloge de la mobilité. Bah, clairement si. Enfin, moi, si je peux me permettre clairement si. Hein. Alors moi, je n'ai jamais pratiqué à titre professionnel l'obligation de changement de fonction. Je sais que d'autres collectivités, d'autres collègues le font. Je ne me permets pas de juger ça négativement. Moi, je l'ai jamais fait. Ce qui est en revanche certain, c'est que il n'est plus entendable aujourd'hui de laisser des collègues au-delà au-delà d'un certain nombre d'années. Alors après, en développement de compétences, selon les métiers, on est sur du 4 ans, 6 ans, 8 ans, selon la typologie. Probablement beaucoup plus proche de 4, 6 que de 8. Mais c'est sûr qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un reste 15 ans, 20 ans strictement sur les mêmes missions. Et d'ailleurs, ce ne sont jamais les mêmes missions puisque tout bouge tellement autour de nous. Voilà, donc c'est certain que je partage vraiment ce qui vient d'être dit. Au-delà de l'âge, c'est surtout l'ancienneté dans le poste et même l'ancienneté dans la structure. Parce que autant il peut être extrêmement positif de disposer de collaboratrices et collaborateurs qui ont un vrai vécu dans la mairie, dans l'interco, etc. Voilà, autant on peut pas se satisfaire d'avoir une dominante de collaboratrices et de collaborateurs
qui sont là depuis 25 ans ou 30 ans. Et une mixité là aussi paraît incontournable. Alors, ce que je vous propose, puisqu'il nous reste une demi-heure, c'est que Vincent reprenne la parole sur le thème de la PSC, parce que c'est vrai que c'est aussi une partie de la réponse, enfin une partie, en tout cas une attente légitime des agents à la question, et puis pour d'autres sujets, notamment l'attractivité des collectivités. Après, je vous ferai réagir sur cette partie-là, et surtout, là, on ne pourra peut-être pas toutes les prendre, il y avait au moins une dizaine de questions que j'aimerais vous poser. Après, genre un peu questions SMS, réponses rapides, même si certaines sont difficiles. Voilà, ce qui veut dire un peu plus de brièveté dans vos réactions, au demeurant fort intéressantes. Vincent. Je vais être assez bref sur la protection sociale. Donc la réforme, la protection sociale des fonctions publiques est un sujet qui est débattu souvent. Néanmoins, on a souhaité redonner un peu nos convictions sur ce beau mouvement. Le premier, c'est que on part d'une situation qui est quand même assez contrastée, hein, où il y a des garanties qui sont présentes dans des contrats des agents des collectivités, mais qui sont d'abord plus ou moins présents et plus ou moins homogènes en termes de garanties. Et ça, c'est un premier point d'inéquité. Il y a une inégalité de traitement des agents dans les différences de niveau de participation, c'est-à-dire que la capacité d'accéder à une protection, qu'elle soit santé ou prévoyance, est différent d'une collectivité à l'autre, et il n'y a pas de niveau aujourd'hui de référence pour les employeurs, et c'est une décision qui reste du ressort de l'initiative locale. Et puis, même si c'est déjà déployé pour certaines parties, la prévoyance nous semble insuffisamment déployée auprès des agents de la fonction publique territoriale, alors que c'est une couverture essentielle, et notamment pour deux facteurs, puisqu'on sait qu'il y a une grande majorité de catégorie C sur les fonctions publiques territoriales, et avec un niveau d'âge important. Néanmoins, ce qu'on peut quand même noter, c'est que la fonction publique territoriale, elle est en avance par rapport aux deux autres versants et est réellement mûre sur le sujet de la protection sociale. Aujourd'hui, la fonction publique d'État est principalement sur des options de labellisation, plus ou moins déployées, plus ou moins lisibles, et la fonction publique hospitalière part de rien. La fonction publique territoriale, elle a déjà déployé des solutions, qu'elles soient en labellisation, en convention de participation, et que ça soit en santé ou en prévoyance. Et je dirais que l'un des points qui montre la forte maturité de la fonction publique territoriale sur ce sujet-là, c'est que c'est le seul versant qui met en avant et qui met en premier le sujet de la prévoyance et après le sujet de la santé, puisqu'aujourd'hui, le déploiement d'une participation obligatoire sur le contrat de prévoyance est prévu pour 2025 et pour la santé pour 2026. Voilà, donc on est sur un point où il y a des choses à faire, mais où ce versant est quand même sans doute le plus mature et le plus en avance sur ce sujet-là. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est vous redonner nos convictions. C'est que le premier point, évidemment, à ne pas oublier, c'est que c'est avant tout une offre de protection sociale au service de la préservation des agents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des garanties qui soient suffisantes et des minimaux de garanties imposés suffisants, notamment pour éviter éventuellement un petit retour arrière de ceux qui se mettraient au juste niveau des obligations. Donc ça nécessite de s'assurer d'un bon niveau de couverture, que ça soit pour la prévoyance ou pour la santé. S'assurer d'ailleurs que ces niveaux de couverture sont homogènes et compris de la même façon, et notamment sur la définition de l'invalidité, qui nous semble pour nous un point extrêmement important. Que cette préservation des agents, elle se fasse par un accès le plus développé possible auprès des agents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une participation des employeurs significative pour permettre aux agents d'accéder à cette protection. Et puis le dernier point, c'est que cette protection, elle soit envisagée de façon collective pour s'assurer de l'équité de protection, et si possiblement obligatoire, qui là assure la réalité du déploiement le plus total de ces protections, qu'elles soient en santé ou en prévoyance. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est la préservation des agents. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité des employeurs territoriaux. Et à ce titre-là, c'est notamment de s'assurer d'une absence ou d'une réduction de la différence qu'il y a aujourd'hui entre le privé et le public. Aujourd'hui, finalement, les fonctions publiques sont moins bien protégées que le privé, et c'est du coup un décalage en termes d'attractivité. Et puis, c'est aussi d'ailleurs de mettre une certaine équité entre les différents acteurs territoriaux, qui permet à chacun des employeurs de jouer au mieux son attractivité. Le troisième point, c'est une offre qui est associée aux enjeux des territoires. Et là, pour nous, c'est le sujet de la maille que l'on doit choisir pour construire et déployer la protection sociale complémentaire. Pour nous, la maille qui nous semble bonne, c'est la maille départementale.
parce qu'elle permet d'avoir une meilleure vision des spécificités des acteurs territoriaux, au moins par territoire au niveau du département, mais aussi d'une certaine mutualisation, d'une capacité de construction et de négociation de contrats les plus adaptés possibles. Et puis le deuxième point, c'est qu'on dispose, vous disposez au niveau des territoires d'acteurs qui sont performants dédiés à ça, que sont les CDG. Donc pour nous, l'offre qui nous paraît le plus attachée et répondre aux enjeux des territoires, c'est la maille départementale. Voilà les convictions qu'on voulait rappeler sur la protection sociale complémentaire, sachant qu'on est aux côtés des acteurs territoriaux dans ces phases de négociation, puis demain dans ces phases de déploiement, complètement mobilisés pour faire en sorte que ça soit un vrai succès. Merci Vincent. Alors, Hélène et Yvonique, selon vous, quelle réponse la PSC apporte aux questions que vous avez soulevées? Plutôt, est-ce que c'est une réponse aux questions ou plutôt un outil pour y répondre? La PSC n'étant pas une réponse en tant que telle, à la fois sur les points qu'a évoqué Vincent, également en termes de reconnaissance des équipes et d'attractivité, et peut-être sur un sujet aussi qui existe actuellement sur une sorte de pénurie de main-d'œuvre aussi qu'on connaît dans les collectivités sur certains métiers. Yvonique ou Hélène? Laisse Hélène y aller. On peut être que d'accord avec la question des enjeux sur les deux niveaux. L'enjeu de santé, très clairement, puisque c'est aussi la responsabilité des employeurs, et de de veiller à la santé des agents, et donc de mettre en place un certain nombre de dispositifs. En effet, Hugues, il s'agit davantage d'un outil parmi d'autres, certes très important, mais d'un outil parmi d'autres que d'une fin en soi. Et puis le deuxième enjeu très fort, c'est celui de l'attractivité. Et à l'intérieur de ça, il y a évidemment la comparaison avec le secteur privé et un enjeu d'attractivité pour les différentes collectivités. C'est là qu'on reviendra aussi à des formes de compétition sur quelles sont les collectivités qui seront les plus attractives par rapport à celles qui le seront moins en fonction de leurs moyens. Et on touche là à nouveau du doigt la réalité très contrastée des ressources disponibles, de la taille des structures, des éléments qui sont très variables d'une commune à une autre, d'une interco à une autre. Et je pense en effet, enfin nous pensons en effet, d'ailleurs la Fédération nationale des centres de gestion est vraiment sur cette question-là, et les CDG s'occupent de ce sujet-là de manière importante, que la bonne échelle territoriale, c'est celle des centres pilotés par les centres de gestion, c'est une échelle territoriale départementale pour pouvoir soit ce qu'on a déjà fait d'ailleurs sur d'autres registres, soit faire des propositions pour des adhésions à des contrats, alors qui ne sont pas des contrats de groupe, mais à des marchés qui peuvent être lancés à l'échelle départementale, pilotés par les centres de gestion, dans lequel l'ensemble des collectivités peuvent venir s'insérer et choisir tel ou tel élément. Donc, et ce qui laisse le libre arbitre évidemment à chaque employeur, mais ça présente le mérite d'avoir un socle de négociation plus large, de pouvoir partager aussi entre les différents employeurs, et non pas d'homogénéiser les pratiques, parce que ce serait quand même aussi poussé à l'extrême un peu ennuyeux, mais en tout cas d'être plus équitable. Donc ça c'est une réalité. La deuxième réalité à laquelle vous faisiez référence, c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre, qui n'est plus le fait de certaines fonctions, qui est en train de s'élargir pour des raisons de pyramide des âges, pour des raisons d'épuisement professionnel, et je ne rentrerai pas dans le détail, et là ça touche toutes les strates d'agents, toutes les strates de collectivités. À l'échelle du SNDG-CT, on est en train de consolider les chiffres, ça se perçoit très très bien. Il y a un épuisement vraiment qui est accru, qui est amplifié par la crise sanitaire, qui montre que les écarts aussi entre les attentes des habitants, des élus et des équipes sont en train de se creuser et provoquent un certain nombre ont des conséquences
sur des désaffections sur des postes, dont des postes de direction générale. Et là, je fais une petite parenthèse en clin d'œil à Evonik, parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que dans certaines équipes, c'était important qu'il y ait de la rotation, mais regardons les rotations qui existent à l'échelle des directions générales des collectivités les plus importantes notamment. Et on voit bien que dans certains endroits, il y a des gens installés depuis très longtemps. Et c'est pas du tout une pierre dans notre jardin. C'est qu'en fait aussi, ça vient percuter des réalités géographiques, territoriales et d'ordre privé. Tous ces paramètres qui sont pas à notre main, ça vaut pour toutes les structures en fait. Bon, voilà, c'est fin de la parenthèse. Mais ces pénuries de main d'œuvre, elles sont observées dans des métiers qu'on connaît depuis très longtemps, RH, finance, etc. Mais elles sont en train de s'élargir. Vraiment. Yvonique, sur ce constat et le clin d'œil d'Hélène? Non, je partage le clin d'œil, évidemment. Non, sur la protection sociale complémentaire, évidemment, enfin, on ne peut que se réjouir vivement même si il est fort regrettable que ça passe par un moyen coercitif, c'est-à-dire ça va devenir une obligation, mais moi finalement je m'en réjouis parce que de trop nombreuses collectivités ne se sont pas emparées de la réforme du décret de 2011 sur la participation tant en prévoyance qu'en mutuelle santé. Ça va surtout permettre, mais ça a suffisamment été dit tant par Vincent que par Hélène, que je ne vais pas être trop redondant, mais ça va surtout permettre de régler un point qui, pour moi et pour nous en tout cas dans le monde de l'Interco, nous semble clé. C'est la rupture d'égalité brutale aujourd'hui où on voit en clair dans les petites communes, il ne se passe pas grand-chose, pour ne pas dire souvent presque rien, alors que dans les grandes villes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans les grandes intercos, il est rare qu'on ne participe pas. Ce que je trouve positif aussi dans l'approche, alors nous, c'est ce qu'on entend je prétends pas que ce soit, j'ai pas de données scientifiques, mais en tout cas, on l'entend dans pas mal de territoires interco, c'est que nos organisations syndicales représentatives s'emparent vraiment du sujet. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est que ce sujet commence plutôt à arriver presque devant les sujets un peu historiques de points d'indice sur lesquels je rappelle qu'on n'avait fichtrement pas la main, ou de régime indemnitaire. Et ça, moi, ça me semble est une évolution très positive parce que je pense qu'il vaut mieux aller se battre pour avoir une très très bonne couverture en PSC, que ce soit sur le risque santé, évidemment sur la prévoyance, plutôt que se battre pour 15 € de prime par mois. Et ça, je trouve ça vraiment très très positif. Alors maintenant, évidemment, ce qu'on attend, c'est ce que définira le gouvernement dans le niveau de base de participation sur lequel sera assis le minimum de participation employeur. Mais en tout cas, on peut vraiment se réjouir du fait que on va régler une bonne partie de la rupture d'égalité qui pouvait exister, et notamment, je reviens toujours à cette dimension-là, notamment sur le même bassin intercommunal. Vous avez des écarts absolument abyssaux qui peuvent aller de 0 participation jusqu'à parfois une participation intégrale sur certaines collectivités sur un même ressort intercommunal. Enfin, derrière, c'est compliqué lorsque vous transférez une compétence, lorsque vous mutualisez. Alors, en général, c'est plutôt du plus petit vers le plus gros. Donc, en général, c'est plutôt le plus gros qui participe plus que le plus petit. Néanmoins, c'est toujours très compliqué à expliquer et ça peut mettre nos élus en difficulté. Donc, je trouve que dit autrement et plus positivement, ça doit nous obliger à mettre vraiment à l'agenda de nos politiques RH ces sujets-là, même si là encore, c'est un peu regrettable que ça passe par une obligation coercitive de faire un débat devant nos instances sur ces sujets de la PSC. Au moins, ça va nous obliger positivement à amener le sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est de dégrainer quelques questions. Imaginez-vous que vous êtes dans l'émission C'est dans l'air avec les questions SMS à la fin, et c'est un petit peu l'idée. Bon, il y a des questions qui sont mélangées à des constats, je vais essayer de les rassembler. Bon, effectivement, beaucoup de remarques sur les difficultés pour les petites collectivités, ce qu'évoquait Hélène et que vous avez tous repris, notamment des difficultés qu'ont les petites collectivités pour laisser partir les agents en formation, hein, mais ça c'est une chose qu'on connaît, et également le fait que quand il y a des formations en e-learning, elles sont souvent sur des métiers qui ne concernent pas directement les métiers de terrain des communes en tout cas. Donc voilà pour ça. Une réflexion qui est de dire est-ce qu'il ne faudrait pas une formation de base au début qui puisse faciliter la mobilité de chacun vers d'autres postes. Alors ça, effectivement, peut-être qu'on peut l'envisager philosophiquement, mais enfin, si une formation est en début de carrière, je ne sais pas si 10 ans après, cette formation-là servira à la personne pour penser à changer. Je ne sais pas quel est votre avis. Enfin, prenons ces propositions. C'est juste pour vous dire voilà, qu'il y a beaucoup de remarques sur la formation. Je n'ai pas de véritable question par rapport à ça, sauf si peut-être que vous avez quelque chose qui pourrait le compléter, quoi.
Ce qui pourrait peut-être être envisagé, je ne sais pas, éventuellement, il existe maintenant depuis une petite dizaine d'années les formations d'intégration en catégorie C, je pense surtout, et en catégorie B. En catégorie A, c'est censé être un peu différent. Peut-être qu'on pourrait envisager, parce que normalement, dans ce type de formation, on ouvre les esprits de nos collègues quand on les organise, quand on les anime, en disant bien, vous avez titulaire d'un grade et pas de votre fonction, et la fonction publique territoriale, en cela, est absolument géniale. Moi, j'ai fait 5 métiers différents dans ma vie territoriale. Et voilà, enfin, on peut faire plein de choses différentes. Donc, peut-être qu'on pourrait envisager une forme de duplication, même sur des séquences très très courtes, dans le cadre de la formation, du coup, là, clairement tout au long de la vie, à raison d'une demi-journée ou d'une journée, je ne sais, tous les 5 ou 10 ans, pour faire en sorte qu'on puisse effectivement un peu s'obliger positivement et collectivement, après c'est avec un prisme évidemment individuel, à envisager d'autres formes de métiers et d'évolution professionnelle. Surtout que les métiers bougent sans cesse. L'un des axes stratégiques sur lesquels on est en train de travailler à partir de l'écoute du territoire qu'on a faite, nous, des besoins des collectivités à l'échelle du 44, c'est d'aider les collectivités, en tout cas celles qui sont petites et moyennes, même parfois, hein, à se repérer dans l'ingénierie de formation et à imaginer d'autres pistes. Les centres de gestion n'ont pas vocation à être formateurs. En revanche, ils ont vocation à accompagner sur cet axe-là, d'une part dans un lien privilégié avec les délégations régionales du CNFPT, donc pour peut-être trouver des biais qui n'ont pas été imaginés aujourd'hui, parce qu'un peu d'éloignement de la réalité des collectivités. Et puis l'autre élément, c'est toujours cette même idée, hein, c'est de travailler autour de la promotion de l'emploi public à l'échelle d'un bassin territorial. Donc, ce n'est pas l'emploi public dans l'absolu, c'est appliqué aux réalités territoriales, à la structure des collectivités et des intercos qui composent le territoire et en n'oubliant pas qu'en plus, on a ces aspects d'ordre privé. On a aussi pas mal d'équipes qui n'ont pas envie de bouger parce que le conjoint, parce que les enfants, parce que des tas de choses qui nous regardent d'ailleurs pas forcément, mais qui font partie des composantes voilà, avec lesquelles on est obligé de faire. Un certain nombre de remarques et de questions plus particulières sur les métiers du social suite à la pandémie et aux différentes réorganisations qu'il y a eu, aux données informatiques supplémentaires et sur les inquiétudes que ce serait un collectif de métiers qui risque d'être soumis à de forts arrêts dans les périodes à venir. Qu'en pensez-vous ? Bon, ça, c'est une réalité, hein. Il y a une prise directe avec du risque psychosocial très fort. Ce sont des professions qui sont particulièrement exposées, qui prennent, alors il y a le domaine social, mais il y a le domaine médical, il y a toutes ces équipes-là qui sont en première ligne des grosses difficultés, de l'accroissement aussi des désordres psychiques, hein. Enfin, ça c'est une réalité, on le voit, nous dans nos équipes, c'est très clairement remonté par l'ensemble des collectivités pour côté SNDG-CT, par les différentes sections locales et par les réalités de terrain, et à l'échelle du CDG, c'est clairement pointé par toutes les équipes médicales, mais pas que. Les groupes de travail qu'on a mis en place, par exemple à l'échelle de la Loire-Atlantique, avec un ou plusieurs psychologues du travail, et ça touche toutes les fonctions. Ça touche les directions générales et qui du coup ne peuvent plus correctement accompagner ces professions qui sont en première ligne, qui prennent vraiment tous les désordres psychiques en plein, sans filtre. Voilà, je cherchais mes mots, mais sans filtre. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, voilà, il ne s'agit pas juste de le constater, il s'agit de mettre en place des dispositifs qui permettent de soulager dans un premier temps, puis de passer du curatif au préventif et d'anticiper pour soutenir les équipes. Monique, sur ce point. Oui, je partage vraiment ce que vient de dire Hélène en dernier. C'était exactement ce que je souhaitais dire. Et peut-être du coup, j'introduis une autre idée. C'est qu'on constate aussi, ça on l'entend beaucoup là depuis l'année dernière, depuis l'été dernier globalement, une poussée forte. Alors il y a toujours eu des passerelles entre l'hospitalière et la territoriale, et tant mieux. Mais là vraiment, le mal-être semble très 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 profond dans le monde hospitalier, à tel point qu'on a vraiment de plus en plus de candidatures, ou en tout cas de contacts, de demandes
du monde hospitalier, et notamment vraiment de professions médicales, parce qu'on l'a toujours eu sur les métiers, ce qu'on appelle les ASH, enfin les postes d'entretien, etc., les postes administratifs, ça a toujours existé. Mais là, vraiment, ce sont maintenant des gens du corps médical, en clair des infirmiers, des infirmières, etc., qui sollicitent la territoriale, et ça, de notre point de vue, ça légitime 10 fois ou 100 fois ce que j'ai pu dire au début du webinaire sur la nécessité d'avoir un raisonnement par bassin d'emploi, par bassin de vie, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi apporter des réponses. On ne réglera pas toutes les situations, mais c'est comme ça qu'on peut apporter des réponses positives à des collègues, qui soient de la territoriale ou de l'hospitalière, sans changer de vie, sans changer de bassin de vie, mais simplement en changeant d'employeur, en passant de l'hôpital public à une collectivité ou l'inverse. Également beaucoup d'enseignants, je vous signale, parce qu'on a eu une émission sur ce sujet-là. Par rapport à ce que vous disiez sur l'hospitalière, juste parce que c'est un témoignage d'une des collectivités qui a demandé à des experts du CHU de voisins de venir faire des actions ciblées sous forme d'ateliers de formation à la santé au travail. Juste, bon, c'est un témoignage qu'il était peut-être utile d'ajouter. Encore deux, trois questions. Est-ce que celle-là est plus générale et elle évoque des sujets que vous évoquiez au début sur le fait que dans beaucoup de structures publiques, l'absentéisme est considéré comme un problème RH. Alors que il est évident que la direction générale, les chefs de service, les syndicats, les élus, voilà, comment vous réagissez par rapport? J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis à tous les deux. Moi, je suis assez convaincu que c'est pas fondamentalement un problème RH, au risque de paraître provocateur. Je pense que, en tout cas, de ce qu'on peut lire, voir ou entendre, mais surtout là, je vais me baser sur ce que j'entends de beaucoup de collègues, c'est beaucoup plus un problème institutionnel, et donc un problème au plus haut niveau, qui peut venir des élus parfois, qui peut venir de la direction générale souvent. Faut quand même être assez lucide pour le reconnaître. Ou de l'encadrement, en tout cas de direction, au-delà de la direction générale. Et le sujet n'est pas tant RH. De toute façon, là, une politique RH, c'est au service de quelque chose. La politique RH n'est pas une finalité. Et le vrai sujet, c'est le sens qu'on donne à tout ça. C'est quoi le projet? Et le projet, il est défini par la direction générale et les élus. Donc c'est en ça que, de mon point de vue, l'absentéisme n'est pas stricto sensu un problème RH. Ça se traite par des outils et des moyens RH. Mais en tout cas, de ce qu'on peut entendre dans des territoires, et y compris dans ce qui se dit en off, au-delà de la démarche de marketing territorial et de marque employeur, ces démarches-là qui sont probablement utiles et nécessaires pour rendre nos collectivités attractives. On sait très bien que ce qui marche le plus, c'est le off, dans nos recrutements, surtout quand on est sur des bassins territoriaux assez petits. Et ce off-là, il vient de quoi? Il vient globalement de l'impulsion qui est donnée au plus haut niveau. Hélène? Bien, tant qu'on raisonnera, et je suis deuxième provocatrice de la matinée, après Yvonique, mais tant qu'on raisonnera sur absentéisme égale problème RH, de toute façon, on ne résoudra pas la question de l'absentéisme. C'est à la fois tout ce que vient de dire Yvonique, sur lequel je ne reviens pas, c'est aussi quelle place on donne aux agents dans le projet, dans la contribution individuelle. C'est une place pour chacun, quel que soit son rôle, son métier. C'est ça la question de la reconnaissance. C'est ça qui fera que les équipes auront envie de venir, de poursuivre et de venir travailler. Alors, ça ne résout pas tout. Et encore une fois, il faut rester très en nuance autour de ça. Et c'est un ensemble de dispositifs qui permettra de réduire la question, enfin, de travailler la question de l'absentéisme. Mais le premier élément, c'est cette question de socle, de vision, de projet, de reconnaissance qu'on renvoie aux équipes. Tout ce qu'on a entendu depuis 2 ans, je l'ai évoqué au début du webinaire, mais en fait, on a une trace aujourd'hui dans l'absentéisme qui, à mon avis, remonte bien avant la crise sanitaire, qui a été révélée par la crise sanitaire, qui a été amplifiée par la crise sanitaire. Mais la question du fonctionnariat bashing, ça fait combien d'années qu'on évoque cette question-là? Et quand au quotidien, les équipes qui sont mobilisées, qui sont consciencieuses, qui sont engagées, se prennent des scuds sur justement la conscience professionnelle, l'engagement, le fait qu'elle serait inutile, qu'on parle de charge de personnel et pas de ressources humaines. Enfin, tous ces aspects-là, ça devient crucial. Donc, il y a cette trace-là, comment on renvoie de la reconnaissance collective, comment à l'intérieur des organisations, on travaille la place des individualités dans le collectif et comment, en plus, on met en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, de formation, de soutien quand c'est trop tard, de formation des élus et des équipes de direction générale aussi, pour travailler dans un seul,
avec un seul but à l'esprit. Voilà, c'est… Merci Hélène d'avoir répondu à des questions que je n'avais pas encore posées, notamment sur le manque de considération et une vision un peu réduite du service public et surtout des agents. Est-ce qu'on n'a pas parfois tendance à calquer je dirais, l'absentéisme sur le taux d'absence, comme si tous les absents étaient des absentéistes, quoi, si je puis dire? Clairement, enfin, oui, très clairement, il y a des chiffres aussi qu'il faut isoler. Hein. Un congé maternité, c'est de l'absentéisme. Enfin, j'en cite un parce que c'est quand même sur un registre qui est clairement. Alors, je pense qu'on a largement dépassé cette question-là, mais ça en fait partie. La formation, alors évidemment, c'est de l'absence, hein, mais c'est pas de l'absentéisme. Enfin, voilà, il y a plein de sous-rubriques et des confusions, oui, bien sûr, bien sûr. Yvonique? Non, c'est sûr que ça mérite évidemment une grosse dimension analytique, hein, au-delà de la pure dimension statique. Ce que fait Sofaxis dans sa présentation, d'ailleurs, très clairement. Complètement, ça mérite un décryptage parce que effectivement, même si les chiffres sont là, ça mérite d'être complètement mis en perspective. Et par exemple, on ne pourra que se réjouir à partir de l'année prochaine et surtout du bilan encore de l'année suivante de voir qu'avec le doublement du congé paternité, on aura une forme d'absentéisme qui va augmenter. Et ça, c'est un absentéisme très positif parce que, enfin, je me permets en quelques instants d'intervenir sur le sujet de l'égalité professionnelle, mais là aussi, il nous faut être très proactif en matière d'égalité professionnelle parce que ce sont des éléments qui sont très difficiles à chiffrer et à mesurer. Mais il est évident que on continue malheureusement dans nos organisations publiques non pas à discriminer, mais à ne pas parvenir à résoudre de manière suffisamment rapide l'écart de rémunération, de mode de travail, de fonctionnement horaire, etc. entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est clairement une cause d'absentéisme. Ça, c'en est clairement une. Alors, moi, je ne sais pas la chiffrer, en franchise, hein, y compris là où je travaille, mais c'est clairement une forme d'absentéisme. Ça, c'est évident. Et c'est un absentéisme un peu insidieux, un peu sous-jacent. Et là encore, en déployant des outils positifs, préventifs, anticipés pour permettre de tenir compte de ce qu'a dit Hélène à plusieurs reprises, de tenir compte de la vie de nos collègues, même si nous sommes employeurs, donc on est sans ingérence et sans dimension intrusive. On doit poser un cadre général tout en ayant l'habileté de l'adapter aux situations spécifiques et notamment pour faciliter la vie de famille des femmes et des hommes, notamment maintenant avec nos modes de vie quelque peu dérégulés. Et je suis ravie que ce soit Yvonique qui évoque la question de l'égalité femmes-hommes. Voilà. Alors, je m'excusais auprès des internautes pour tous ceux qui ont fait des propositions ou des questions sur des sujets qui sont, à mon avis, utiles, mais comme il n'y avait qu'une seule question là-dessus, notamment sur la gestion du stress par des sophrologues sur les publics, les personnes qui sont face au public, sur une autre organisation du travail et de la qualité de vie, l'idée de faire des siestes obligatoires, etc., qui sont des choses… Je veux bien juste réagir brièvement sur ce sujet-là, qui est en fait la question de la qualité de vie au travail, de la compatibilité pro-perso, et qui embarque aussi un certain nombre de dispositifs selon la taille des collectivités, qui sont toujours possibles à mettre en place, à condition d'accepter le pas de côté, à condition d'être un peu différent, à condition de regarder ce dont ont besoin les équipes, parce que plus on mettra en place des dispositifs de ce type-là en termes de souplesse d'organisation du travail, le travail à distance qui n'est pas le télétravail, des éléments de ressourcing interne qui peut prendre plein de formes. Là, il y a des exemples qui sont cités, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Plus on sera là-dedans et plus on travaillera en effet le plaisir et la joie de venir travailler, quelle que soit la difficulté et les tensions rencontrées. Voilà, donc tout ça, c'est la question de la qualité de vie au travail. Alors précisément, une dernière question qui porte évidemment sur l'impact du télétravail, positif ou négatif, et qui vous est destinée, évidemment, elle est large à cette question, on pourrait en faire une autre conférence, mais quelques éléments de réponse de votre part. Et dans cette question, il y a aussi une question qui est posée aussi à Vincent Lelong, à Sofaxis, sur comment est-ce que vous intégrez cette notion du développement du télétravail dans les calculs sur l'absentéisme. Voilà. Alors, peut-être Yvonique et Hélène, et puis ensuite Vincent, et on conclura. Est-ce que ça vous va comme ça?
La question sur le télétravail, c'est quoi Ouais, précisément? j'ai pas bien compris la question non plus. Quel est l'impact du télétravail sur l'évolution de l'absentéisme? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous voyez comme quelque chose de positif qui diminuera l'absentéisme, ou au contraire, comme on l'a vu dans certains cas, ça provoquera des situations de personnes qui se sentent isolées, veulent revenir, etc. Moi, je fais la distinction entre le travail à distance qui a été mis en place au moment du premier confinement, poursuivi au moment du second confinement, et le télétravail en tant que mode d'organisation du travail. Donc ça, c'est un premier point. Clairement, tout ce qui est travail à distance, c'est en situation de crise. Je pense que ce qui est en train de se produire, et j'espère que ça va, c'est en train de s'élargir de toute façon. C'est comment on va passer de ce travail à distance au télétravail proprement dit, mais comme une autre forme d'organisation du travail et plus comme le truc qu'il fallait faire avant le Covid, hein, parce qu'on était dans le télétravail, parce que c'était moderne, parce que c'était nouveau, parce qu'on était attractif. Et donc, du coup, c'est vraiment d'intégrer le télétravail dans toutes ses composantes, hein, avec un certain nombre de règles aussi qui vont avec, mais comme une organisation du travail. Et pourquoi pas le télétravail, mais pourquoi pas la semaine de 4 jours et demi, et pourquoi pas des cycles de travail différents. Et donc, et ça pour moi, c'est aussi la qualité de vie au travail. Et normalement, en effet, si on traite ces questions-là, ça devrait avoir un impact favorable sur ce taux d'absentéisme. Parce que c'est en fait, c'est pas en curatif, mais encore une fois, ça permet de s'adapter et de s'adapter à différentes formes ou à différents besoins. Yvonique? Oui, moi je partage. En fait, aujourd'hui, moi je suis pas capable de faire un bilan, donc Non, intrinsèquement, j'ai tendance à penser que le télétravail aura une dimension positive, mais le vrai télétravail, celui qui est organisé, structuré, et donc clairement pas le télétravail à temps complet, mais le télétravail sur une partie du temps choisi par la collaboratrice ou le collaborateur en accord avec son responsable hiérarchique, ça ne peut avoir qu'une dimension positive. Après, le risque, effectivement, c'est que c'est un mode de pilotage différent pour nous, hein, là, si je raisonne au niveau des encadrants, mais ça devrait avoir une traduction positive. Aujourd'hui, ça en a une très contrastée, parce qu'on a des situations de télétravail à temps complet complètement subies, ça existe encore, hein, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. On a des situations de télétravail partiel subies aussi, donc forcément les retours, on va dire, au mode normal ou semi-normal sont assez complexes, mais là ils sont liés, je pense, ils sont conjoncturels, ils sont liés à cette période très atypique. En revanche, dans la durée, moi évidemment, j'y vois énormément de positifs, et notamment, même si c'est basique que de le dire, hein, pour mieux conjuguer vie pro et vie perso. Alors Vincent, peut-être quelques mots de réaction à toutes ces choses entendues et peut-être par rapport à la question plus précise sur le télétravail. Sur le télétravail, déjà, si on se rapporte aux chiffres qu'on vous a donnés, d'abord, je partage l'analyse d'Hélène, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont donnés quasi à chaud et sur le travail à distance qui a été organisé dans l'urgence. Bon, il y a sans doute dedans un certain nombre d'éléments qu'on retrouvera dans la mise en place d'un télétravail organisé et maîtrisé, notamment probablement vis-à-vis des accidents du travail. On s'attend tous à ce que ça a des vraies vertus. Il y a un petit point sur lequel je veux réagir par rapport à ce qu'a dit Yvonique, où effectivement le télétravail peut apporter un grand confort ou en tout cas améliorer l'articulation vie pro vie perso. Ça peut aussi avoir l'effet inverse. Et je crois qu'on aura des vrais sujets de surveillance d'ailleurs sur cette frontière vie pro vie perso et la façon dont elle s'organise, parce que de plus en plus les choses vont s'interpénétrer. Donc rapidement sur le télétravail, ce qu'on vous a donné là, c'est des éléments à chaud sur la crise Covid en fait, donc plutôt de travail à distance. Télétravail, on n'a pas encore les éléments dans les chiffres. Très bien. Ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vais simplement, on vient de recevoir de la part d'un internaute fort sympathique, je trouve, qui nous dit merci pour la qualité des réponses des intervenants, pour la prestation de Sofaxis, Vincent, donc en l'occurrence, et Hugues Périnel qui relaye bien fidèlement les questions. Donc voilà, je peux que vous retransmettre les choses, je me les retransmets à moi-même. Ça veut dire en gros que merci infiniment pour cette heure et demie passée ensemble, hein, pour la générosité de vos réponses et puis la précision des informations de Vincent. Et à très bientôt. Merci. Merci à Sofaxis. Merci.